Bien, bonjour tout le monde. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, on a bien mis l'accent sur une présentation et les différents domaines d'application de l'analyse discriminante. On a traité les postulats de base de l'analyse discriminante et on a bien vu sur SPSS comment éventuellement mener l'analyse discriminante, soit pour le cas de deux populations ou bien de plusieurs populations. Maintenant, nous allons voir les différentes applications de l'analyse discriminante, soit donc le modèle d'Altman ou bien le modèle de Zeta. Donc, je vous rappelle que toujours l'analyse discriminante, il fait partie des méthodes explicatives qui permettent de discriminer ou bien de classifier entre plusieurs populations ou bien entre plusieurs groupes. Et nous avons bien passé par deux exemples d'application. Le premier porte sur deux populations, toujours pour le cas de séjour de voyage. Et le deuxième porte sur plusieurs populations, ou bien entre trois groupes. Entre les trois groupes. Maintenant, on va essayer mais avant de traiter les différentes applications à la finance, il y a un certain nombre d'exemples ou bien d'exercices à faire. Vous avez le premier exercice qui porte sur, sur le cas d'une banque qui a bien reçu un nouveau produit destiné à ses anciens clients. Donc nous avons pris un échantillon des anciens clients de plus de 5 ans. On va leur envoyer une brochure publicitaire très complète. Donc, pour des raisons de coût, la banque a décidé d'envoyer la brochure aux clients susceptibles d'acheter le nouveau produit. Donc, sur la base des informations relatives au virement mensuel, donc nous avons pris un certain nombre de variables, le virement mensuel net et le nombre d'opérations effectuées durant les 5 dernières années. Et c'est à la base de ça, le décideur, donc on a pris un échantillon de 12. Par exemple ici, il a constaté qu'en quoi vous avez effectué par le premier client, il a effectué 330 opérations, il a un virement mensuel net de 4900 dirhams, donc il l'a considéré comme étant qu'il va acheter le produit. Donc, c'est une classification faite par classification faite par exemple par l'agent ou bien par la banque. Donc, comme vous le voyez ici, nous constatons ici qu'il a fait 300, le huitième client, il a fait 300 opérations. Il a un virement mensuel net de 2700 unités monétaires. Donc, on va le considérer comme étant, on ne va pas acheter le produit. Donc, c'est à la base de ces informations, on vous demande de construire de calculer une fonction discriminante qui va nous permettre de classifier les autres clients en deux groupes. Donc, vous avez ici deux groupes, ça veut dire que vous avez déjà, c'est un exemple, et un exercice qui porte sur deux populations, d'accord? Le cas de deux populations. Donc, vous aurez une seule fonction discriminante. Un autre exemple qui porte sur 30 personnes qu'on a classées selon les deux variables, x1, x2. Donc, je vous rappelle, même pour le premier exercice, faites attention, ici, vous avez la variable endogène. Il est non métrique, il est qualitatif, alors que les autres variables, ce sont des variables quantitatives ou bien métriques. C'est la raison pour laquelle on peut procéder ou bien opter pour l'analyse discriminante. Pour le deuxième exemple, vous avez toujours les trois groupes, bien informés, mal informés, non informés. Vous avez toujours les deux variables exogènes x1, x2. x1 c'est l'âge de la personne, x2 c'est le nombre d'années de scolarité. Et on va essayer sur la base de ces deux informations, des deux variables x1, x2, etc. Nous cherchons à savoir est-ce que la personne, est-ce qu'il est bien informé ou bien non informé. Vous avez ici trois groupes. Donc, vous avez, c'est le cas, l'analyse discriminante sur plusieurs populations. Pourquoi? Parce que vous avez deux groupes. Vous avez trois groupes. Donc, vous aurez besoin, là, on va utiliser deux fonctions discriminantes, comme nous l'avons déjà fait dans l'exercice précédent. Bien, relativement à l'application de l'analyse discriminante à la finance, vous avez donc le modèle d'Altman, 1968. Donc, c'est un modèle qui est très connu, d'accord? C'est donc l'article de base.
il a travaillé sur la prévision de la faillite des entreprises. Il a développé une fonction discriminante. On va essayer de la voir par la suite. Donc, il a utilisé, ça c'est la fonction d'Altman. C'est une fonction discriminante qui va nous permettre, donc il a pris un échantillon de 66 entreprises industrielles, 33 étaient en scène et 33 étaient soumises à la procédure de mise en faillite, d'accord, durant la période 46 et 65. Il a pris un certain nombre. Donc vous avez ici deux groupes. Donc soit que l'entreprise elle est saine, soit elle est en procédure de faillite. Donc vous avez deux groupes. Et vous avez les variables exogènes qu'il a pris en considération. Il a pris les ratios, comme vous le savez très bien, dans le cadre de votre cours d'analyse financière et de gestion financière. Il a pris le ratio de liquidité, le ratio de rentabilité cumulative, le ratio de rentabilité, le ratio de structure du capital et le ratio d'efficacité. Donc vous avez ici c'est-à-dire la formule de chaque ratio, d'accord. Donc à partir de là, il a construit sur la base des 66 entreprises et la fonction connue d'Altman, d'accord, est égale à, comme vous le voyez, ce sont des coefficients standardisés, comme nous l'avons déjà vu dans l'exemple précédent. Donc 1,7 le coefficient associé à x1, 1,4, 3,3, 0,6 et 0,99 x5. Z, c'est le résultat, ou bien le score discriminant, ou bien la fonction discriminante. Donc, pour ce cas, donc chaque entreprise, donc nous avons pris 66 entreprises. Si vous remplacez x1, x2, x3, x4, x5 pour chaque entreprise, le ratio de chaque entreprise, on va obtenir un score pour chaque entreprise, d'accord? Pour chaque entreprise, un score. Donc, pour Altman, toutes les entreprises ayant obtenu un score de 2,99 au plus, on peut le considérer comme étant des entreprises saines, d'accord? Et toutes les entreprises qui avaient un score inférieur à 1,81 étaient considérées en faillite, d'accord? Mais relativement à, on peut le considérer comme étant des régions d'acceptation et des régions critiques. Mais il y a des entreprises qui ont des valeurs, des scores entre 1,81 et 2,99. On peut le considérer comme étant un intervalle de doute ou bien d'ambiguïté. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle il a utilisé un seuil de 2,675. D'accord? Donc, toute entreprise ayant un score inférieur à 2,675, on peut le considérer comme étant, on va prévoir donc la faillite. Sinon, on peut considérer que l'entreprise est saine. Donc voilà, vous avez le cas de la fonction, vous avez un exemple d'application ici, on a pris un exemple d'application, supposons que vous avez une entreprise, vous avez les valeurs des 5 ratios, x1, x2, x3, x4, x5. Si on remplace ces ratios dans la fonction discriminante, vous avez ici les coefficients, on va obtenir, pour ce cas, on va obtenir un score de 3,40. Donc 3,40 est largement supérieur à 2,675. On peut considérer que cette entreprise elle est en très bonne santé financière. Il y a un autre modèle que vous pouvez donc le voir. C'est le modèle Zeta. C'est le modèle Zeta. Dans le modèle Zeta, au lieu de considérer 5 ratios, on a considéré 7 ratios. 7 ratios. Vous avez le premier ratio, c'est le résultat avant intérêt et impôt divisé par l'actif du capital. Le ratio numéro 2, c'est 1 sur l'écart type de résultat avant intérêt et impôt divisé par l'actif total. Le troisième ratio, le résultat avant intérêt et impôt divisé par les charges financières. Le quatrième ratio, c'est les réserves divisé par passif total. Cinquième ratio, c'est le ratio de liquidité générale ou bien ratio de fonds de roulement. Sixième ratio, c'est le total de capitalisation boursière divisé par les capitaux permanents. Et le septième ratio, c'est le log actif totaux. Donc, c'est-à-dire pour plus de détails sur le choix de ces ratios et la méthodologie, il faut revoir les articles de base de ces auteurs. Donc voilà concernant la fonction, c'est-à-dire de modèle de Zeta.
comme vous le voyez, donc on peut construire à l'aide, si vous avez des données sur c'est-à-dire les saturations, on peut construire une fonction discriminante qui va vous permettre de discriminer ou bien de classifier entre c'est-à-dire les entreprises, comme vous le voyez, saines et les entreprises ayant été soumises à la procédure de mise en faillite. D'accord? Donc voilà, pour résumer concernant cette fonction, ce qu'il faut retenir, toujours il faut revoir ou bien reprendre c'est-à-dire le schéma de base. Donc si vous avez toujours deux ensembles de variables, comme nous l'avons déjà vu auparavant, vous avez deux ensembles de variables. Nous avons par exemple deux ensembles de variables endogènes et exogènes, y en fonction de quelque chose. Il faut s'interroger sur, premièrement, est-ce que vous avez deux ensembles de variables ou non. Par exemple, comme nous l'avons déjà vu maintenant, l'entreprise, soit qu'elle est saine ou bien en procédure donc, de faillite, et vous avez un certain nombre d'autres variables qui sont par exemple les ratios. Donc vous avez deux ensembles de variables, donc oui. Donc on va procéder à la méthode explicative, d'accord, aux méthodes explicatives. Si vous avez une variable à expliquer et d'autres variables exogènes, donc la méthode qu'il faut bien choisir, il faut bien s'interroger, est-ce que la variable dépendante, est-ce qu'elle est métrique? Donc est-ce qu'elle est métrique? Ça veut dire mesurable ou bien non métrique. Si jamais la variable elle est non métrique, comme le cas de l'analyse discriminante, le fait par exemple de considérer deux groupes ou bien trois groupes, et vous avez les variables exogènes, ce sont des variables métriques, donc l'analyse la plus appropriée, c'est l'analyse discriminante. Il y a une autre analyse, c'est l'analyse, l'AMC, c'est l'analyse des mesures conjointes, donc on peut la voir pour d'autres séances. Donc c'est la raison pour laquelle la méthode de l'analyse discriminante, elle fait partie des méthodes explicatives où il prend en considération, permet de discriminer ou bien de classifier entre une variable non métrique ou bien qualitative et plusieurs variables explicatifs métriques. Donc voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos afin de traiter d'autres méthodes. Merci.